Des malformations cardiaques en 15 minutes, je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Parce que bien que chaque malformation cardiaque soit une maladie rare, elles sont extrêmement fréquentes. Et comme vous le voyez ici, pour retenir des choses simples, environ 1% des enfants qui vont naître en France, c'est-à-dire dans les pays développés, vont avoir une cardiopathie congénitale. Donc c'est, si on regarde quelques chiffres, à peu près un peu plus de 800 000 naissances par an en France, mais vous voyez que c'est 6 500 enfants tous les ans qui vont naître avec une malformation cardiaque, avec, on l'espère, des effets bénéfiques dans les années à venir, parce qu'on vient de découvrir il n'y a pas très longtemps qu'il y a un vrai bénéfice de supplémenter les femmes enceintes avec de l'acide folique. Mais en tout cas, pour l'instant, les incidences, les prévalences ne bougent pas trop. Bien sûr que le diagnostic prénatal pourrait changer de façon un peu artificielle ces chiffres, mais globalement, ça ne change pas. Et pour vous convaincre que c'est fréquent et que bien que vous en ayez peut-être jamais entendu parler et que dans la population générale, peu de gens en parlent et donc les familles qui sont confrontées à ça sont toujours étonnées, vous voyez que c'est en France 450 nouveaux cas de leucémie et 350 nouveaux cas de mucoviscidose, des maladies que tout le monde connaît parce qu'elles se voient, ces maladies. La cardiopathie congénitale, le plus souvent, ne se voit pas. Elle peut être très sévère et peut se voir. Et donc, vous voyez bien que les familles, si on ne leur explique pas que c'est fréquent, mais que comme le plus souvent, dans 90% des cas, on va être opéré et avoir un cœur normal, eh bien, on peut vivre normalement et surmonter cette épreuve qu'est l'annonce d'une malformation cardiaque. Et puis, parce que la malformation cardiaque n'arrive pas toujours seule, vous voyez que 15% de ces enfants vont avoir une anomalie génétique associée, ce qui fait 900 enfants, encore une fois, par an, ce qui fait que notre consultation de cardiologie pédiatrique, heureusement, elle ne ressemble pas à ça quand on en voit 15 dans la matinée ou dans l'après-midi, mais on va le voir, hein, bien sûr qu'il y a une intrication très forte entre le développement et la génétique. Et donc, on est confronté tous les jours à des diagnostics d'anomalies génétiques. Et la grande maladie génétique associée, c'est la trisomie 21. 50% des enfants vont avoir une cardiopathie congénitale, dans 60% des cas, ce qu'on appelle un CAV. Et je viens de voir, là, il y a tout juste 1 heure, des parents qui ont 3e enfant, grossesse parfaitement suivie, diagnostic postnatal de trisomie 21 et de cardiopathie. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Oui, parce que c'est dur de voir un cœur dans toutes ces dimensions avant la naissance, qu'il y a plein de choses à regarder, le cœur, les oreilles, le foie, le rein, et que ce qui compte maintenant, c'est d'accompagner ces gens parce que cet enfant est là et on va donc s'en occuper le mieux possible. Les facteurs de risque, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais celui qui est intéressant aujourd'hui, c'est parce que la médecine fait des progrès, donc la médecine fait de la PMA, et donc on aide la procréation, et il y a de la littérature, grâce entre autres à l'étude EpiCard, qui est une étude en population qui a été faite sur Paris et Petite Couronne, qui montre qu'il y a un vrai risque supérieur quand on est dans un mode de procréation médicalement assistée, des choses que les parents doivent savoir, et qui fait qu'aujourd'hui, on a des nouveaux facteurs de risque que la médecine, entre guillemets, a créés, et on en parlera entre autres pour la maladie qu'on appelle le syndrome de Turner. Comment on fait pour s'occuper de ces enfants? On fait du diagnostic, on appelle des chirurgiens, on les opère. Le plus souvent, ça se passe bien, mais maintenant, on a envie de comprendre, maintenant qu'on sait bien les opérer. Et donc, vous le savez tous ici, hein, le cœur est un organe dont la morphogénèse est extrêmement conservée. Et donc, on peut utiliser ces différents modèles pour mieux comprendre la formation du cœur. La souris est extrêmement proche. Et donc, c'est bien sûr un outil qu'on utilise. Et si on veut juste situer un peu les choses pour suivre un peu la suite, si on regarde le développement du cœur, vous voyez sur un développement de cœur de souris, dès 6 jours et demi des précurseurs, et puis à 7 jours et demi, ce fameux croissant cardiaque dont les cornes vont se réunir pour former ce fameux tube cardiaque, qui est donc dans l'axe antéro-postérieur, et le premier mouvement d'asymétrie, ce qu'on appelle le looping, à 8 jours et demi, qui a lieu à 21 jours de gestation chez l'être humain, fait que ce tube va se tourner et créer l'anatomie particulière que vous connaissez, avec 2 oreillettes de ventricules et 2 vaisseaux qui vont sortir de façon très particulière, parce que les vaisseaux vont être croisés pour sortir des bons ventricules. Et donc, c'est ces grandes étapes du développement qui fait qu'effectivement, il faut connaître l'embryologie pour comprendre la cardiologie pédiatrique et les malformations, et qu'il va donc falloir
que l'embryon s'organise avec différentes structures, bien sûr la symétrie droite-gauche dont on va parler, les fameuses crêtes neurales qui vont avoir un rôle majeur dans la formation du pôle artériel, que vous voyez ici sur des souris GFP ou LAC-Z avec un défaut de migration de ces crêtes neurales. Et Margaret Kirby, qui était une des pionnières dans le développement cardiaque, avait dans les années 80 enlevé ces crêtes neurales cardiaques chez le poulet et créé un spectre qu'on appelle des cardiopathies conotroncales de la sortie du cœur. Et donc ça a été une grande révolution. Et puis, la deuxième révolution, c'est 2000, la découverte du second champ cardiaque, Margaret Buckingham, Robert Kelly, ces fameuses souris transgéniques qui mettent en évidence un deuxième territoire qui est associé à ce fameux croissant cardiaque, donc qui est symbolisé en rouge, et le second champ cardiaque en vert, qui vient du vésosderme pharyngé, qui va venir se mélanger aux cellules du premier champ cardiaque. Et vous voyez que sur un cœur à 10 jours et demi, en rouge, le ventricule gauche qui ne vient que des précurseurs du premier champ cardiaque, ou le croissant. En vert, ce qu'on appelle l'outflow tract, la voie de sortie du cœur, qui ne vient que du second champ cardiaque. Et puis un mélange de ces précurseurs dans le reste du cœur. Et donc ça a bien sûr changé notre vision des choses, parce qu'avant, quand on voyait une malformation qui touchait deux parties du cœur, on se demandait si c'était le hasard. Aujourd'hui, on sait que ça peut être potentiellement des défauts du second champ cardiaque. Et puis, il faut, en plus des cellules à crête neurale et du myocarde, également des coussins que vous voyez ici, le coussin principal qui va faire les deux valves au centre du cœur, et puis les coussins de la voie efférente. Et ces coussins vont s'organiser de façon particulière, et vous le voyez ici symbolisé avec un mouvement de spirale qui explique cette fameuse architecture croisée des gros vaisseaux. Et puis bien sûr encore d'autres cellules, les cellules musculaires lisses, on va le voir avec des dérivés très différents et potentiellement des implications pour la recherche pour améliorer les traitements. Se rajoute à ça que le cœur devient une structure très complexe et que les gènes, on peut en trouver chaque jour, qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas une malformation qui est liée à une anomalie d'un gène, c'est bien plus complexe que ça. Donc l'hypothèse monogénique qui était séduisante quand on a trouvé successivement les différents gènes, aujourd'hui est assez balayée par les nouveaux concepts. En médecine, il faut faire quoi? Se méfier des apparences. Je dirais que c'est peut-être comme ça dans tous les métiers, et bien que Léonard de Vinci était quand même un homme visionnaire, vous voyez qu'il nous a pensé symétrique, et bien quand on regarde un cœur, on est totalement asymétrique. Et est-ce qu'en période électorale, c'est important de savoir si on est de droite ou de gauche? Cette année, peut-être pas, je vous l'accorde, mais en tout cas, la réponse est oui, parce que si vous regardez, si vous vous photoshopez ce soir, les photos datent un peu, mais on ne sait jamais, ils vont peut-être revenir, et que vous prenez votre partie droite du visage et que vous l'associez à votre deuxième partie droite, eh bien vous voyez que vous reconnaissez les gens, mais que vous vous rendez compte que nous sommes asymétriques. Et quand je vous regarde, j'ai beau me dire que vous êtes asymétrique du visage, quand même, je dirais que vous êtes symétrique. Eh bien non. Et donc dans le cœur, il y a 5 zones d'asymétrie. Et donc est-ce que c'est important? Eh bien on va faire un petit exercice parce qu'il paraît qu'il faut que je vous fasse participer. Donc c'est quoi l'hétérotaxie? L'hétérotaxie, c'est quand tout se mélange. C'est-à-dire que l'arrangement des oreillettes, des ventricules et des vaisseaux n'est pas du tout adapté. Et pour apprendre et retenir ces malformations très compliquées, eh bien on va commencer par un cœur normal. Donc ça c'est la 3e, donc c'est pas si loin que ça. Quand on voit une veine cave inférieure et une veine cave supérieure, en général, elle se jette dans une oreillette droite qui fait suite à un ventricule droit, puis une artère pulmonaire. Les 4 veines pulmonaires sont des structures qui viennent du poumon, donc elles naissent du poumon. Quand on n'a pas de poumon, on n'a pas de veine pulmonaire. Et ces 4 veines pulmonaires vont chercher leur oreillette gauche pour s'y jeter et pour ramener le sang oxygéné. Contrairement à notre ami la souris, vous verrez que certaines structures disparaissent. Ventricule gauche, aorte. Et puis, parce que nous ne sommes pas des rongeurs, nous n'avons pas besoin d'une deuxième veine cave supérieure. Donc la veine cave supérieure gauche chez l'homme, elle involue, elle persiste chez 1 à 2% de la population, mais en tout cas, normalement, elle involue. Eh bien, si on fait l'exercice de tout à l'heure, comment c'est quand on fait 2 fois la droite, c'est-à-dire que tout se mélange et qu'on a 2 cœurs droits, eh bien la veine cave inférieure et la veine cave supérieure vont aller dans une oreillette droite sans problème, sauf qu'à côté, il y a une deuxième oreillette droite. Et bien sûr que là, ça va se compliquer parce que la veine cave supérieure gauche, qui normalement reçoit le signal de l'oreillette gauche d'involuer, eh bien, elle ne le reçoit pas. Tiens, ce fœtus a 2 veines caves supérieures, ce qui la fait ressembler un peu plus à une souris. Et puis, quand il y a 2 oreillettes droites, c'est compliqué de séparer les valves entre les oreillettes et le ventricule. Et on a ce qu'on appelle une valve unique de CAV, la fameuse malformation du trisomique.
Et les ventricules sont également perdus parce qu'ils ne vont pas pouvoir se séparer et s'identifier comme un droite et un gauche. Et les vaisseaux dans la même veine vont se mettre n'importe où, se malposer, se transposer. Et donc vous voyez qu'on a une malformation bien compliquée. Et les veines pulmonaires cherchent désespérément leur oreillette gauche et ne la trouvent pas et se disent si c'est comme ça, je vais me jeter n'importe où. Et c'est dans la veine cave supérieure parfois, ce qui fait un retour veineux pulmonaire anormal total. Le sang rouge revient dans les structures où le sang est normalement bleu. Voilà ce que c'est qu'une cardiopathie complexe de type hétérotaxie. Tout est mélangé, rien n'est à la bonne place. Étonnamment, on peut vivre comme ça, pas forcément très bien et très longtemps. On sait aujourd'hui que c'est plus de 75% de mortalité quand on suit ces malades. Donc oui, ce sont des cardiopathies graves et oui, c'est important d'être latéralisé. Et malheureusement, nous n'avons pas ces souris que vous connaissez peut-être, qui ont été donc générées dans le laboratoire Bargeld Buckingham, qui sont les souris cardiosenseurs et qui ont la chance de marquer les structures et de nous dire qui est l'oreillette droite, qui est l'oreillette gauche. Eh bien, chez l'homme, c'est plus compliqué que ça parce que nous n'avons pas encore d'homme transgénique. Et donc, on fait pas mal de phétopathologie, d'anatomie pathologique, c'est-à-dire qu'on regarde pour voir si, contrairement à un organisme normal, on n'est pas complètement inversé, comme dans la souris IVI, qui est un situs inversus complet, c'est-à-dire qu'un miroir complet. Le cœur peut être strictement normal, mais il est complètement dans la mauvaise position, ou bien être anormal. Et puis, comme on l'a dit, parfois, vous voyez 3 lobes pulmonaires de chaque côté, un foie médian, qui est l'hétérotaxie de type dextroisomérisme, 2 fois la droite, ou bien cette fois-ci une polysplénie, parce qu'on va avoir 2 fois la gauche, qu'on voit très bien sur les fœtus qu'on analyse après des interruptions de grossesse, parce que le choix des parents est parfois d'aller vers l'interruption de grossesse. Donc ces souris-là, on ne les a pas chez l'homme, donc on essaye de faire le meilleur diagnostic, et puis on essaye d'avancer pour comprendre pourquoi ça ne s'est pas latéralisé. Eh bien, comme dans d'autres espèces, vous avez l'importance de la symétrie du signal droite-gauche avec le rôle de nodal, mais aussi de l'FT1 qui va restreindre l'expression de nodal. Et quand on regarde cette cascade de la symétrie, eh bien, on trouve potentiellement des gènes qui pourraient nous intéresser. Comme vous regardez PITX2, qui, vous voyez, est sous la dépendance d'autres gènes majeurs impliqués dans la latéralité, eh bien, quand on regarde ces souris, on s'aperçoit que, contrairement à un cœur normal que vous avez sur l'image de gauche, où les vaisseaux sont croisés, comme je vous l'ai dit, eh bien, les vaisseaux sont parallèles. Ça s'appelle une transposition des gros vaisseaux. Le ventricule droit, au lieu de donner l'artère pulmonaire, va donner l'aorte, et le ventricule gauche va donner l'artère pulmonaire. Aucun problème pendant la vie fœtale, parce que la circulation se fait différemment. À la naissance, un risque vital dès les premières minutes de vie. Eh bien, aujourd'hui, on le voit avec les souris transgéniques, cette anomalie, elle est liée à ce qu'on appelle un défaut de rotation. Je vous ai dit tout à l'heure que les coussins avaient un mouvement de spirale qui permet de mettre les vaisseaux devant chaque bon ventricule. Eh bien, quand vous avez un défaut de latéralité qui est régionalisé à cette partie du cœur, qui est la voie efférente ou l'outflow tract, les vaisseaux ne vont pas tourner et vont se retrouver simplement parallèles au-dessus du mauvais ventricule. Eh bien, parce qu'on veut comprendre pourquoi cette malformation existe, on a utilisé, et en collaboration avec des chercheurs, ce qu'on appelle une banque d'ADN qu'on a appelée CAREG, c'est-à-dire qu'on collecte régulièrement de l'ADN en trio d'enfants et de parents qui ont des cardiopathies congénitales pour essayer de mieux comprendre ces problèmes d'hétérotaxie. Et on a récemment, grâce à des familles que vous voyez qui sont extrêmement informatives, parce qu'il y a des récurrences dans la famille de malformations de type hétérotaxie, quand on fait de l'exome, eh bien, on peut trouver des mutations dans des gènes impliqués dans la latéralité. Et donc ça permet aujourd'hui de mieux expliquer bien sûr aux parents et de faire potentiellement du prénatal pour des patients, des enfants à venir. Donc des nouveaux gènes, on en trouve chaque jour. On est intéressé, quand le phénotype est très clair, d'aller dans cette approche, mais on sait que ce n'est pas une solution en soi que de trouver une succession de gènes. Et Ségolène Meillat, qui est là, avec qui on a travaillé, aujourd'hui a une approche aussi développementale pour voir si justement la croissance du myocarde, avec ses différentes étapes que vous connaissez peut-être grâce à ses analyses clonales, permet en fait de modéliser la structure, l'architecture des myofibrilles, et probablement que la latéralité joue un rôle et que ça expliquerait pourquoi les ailes de mouche sont aussi droites et claires et que la structure du cœur est aussi différente sur le plan architectural et beaucoup plus complexe parce que la latéralité, elle joue à tous les étages du cœur. Et donc aujourd'hui, les collaborations qu'on a, et Johanna, l'étudiante de Ségolène, travaillent pour mieux comprendre les phénotypes de ces souris qui ont des défauts de latéralité.
Et puis maintenant, on va aller ailleurs. Peut-être que vous avez déjà vu ce que c'est qu'un enfant qui a un syndrome de Dijorge, qui est une délétion du chromosome 22, où le modèle d'ablation des cellules à crête neurale, mais de façon génétique, eh bien, ces enfants ont des phénotypes particuliers que vous voyez sur ces photos et des cardiopathies congénitales particulières. Quand on regarde les syndromes de Goldenhar, qui est un syndrome plus rare, vous voyez un spectre très variable de malformation de la face, ou bien l'association VAC-TERL, où il y a aussi des défauts de la face et du cœur, eh bien, on se dit que certes, s'il y a des gènes candidats comme TBX1 dans le syndrome du Dijorge, on n'a pas encore bien compris comment on pouvait avoir une telle anomalie de la face et du cœur. Eh bien, encore une fois, et parce que Sigolène a initié ce travail d'analyse clonale, où vous savez qu'en regardant une cellule, on peut regarder tous ses descendants, tant sur le plan temporel que sur le plan spatial, eh bien, quand ils ont regardé avec Fabienne les clones de certaines de ces souris, vous voyez qu'on peut avoir des cellules au niveau de la face, des muscles masticateurs, mais aussi du ventricule droit. Donc cette analyse clonale montre qu'il y a bien des précurseurs de ces régions qui sont pourtant assez éloignées et qui pourtant partagent des mêmes précurseurs, et est sorti dans Nature un très beau papier sur justement ce qu'on appelle on nous avait dit est-ce qu'il y aura le troisième champ cardiaque? En fait non, il n'y a pas eu le troisième champ cardiaque, mais il y a eu le champ cardiopharyngé qui est symbolisé ici sur ce dessin, avec que ça soit dans différentes espèces, mais en tout cas c'est chez les vertébrés très joliment montré, que vous voyez que si on prend ces muscles rouges qui viennent du second arche, eh bien, ils participent également à la base de l'aorte. Et donc, quand on voit ces précurseurs-là, on peut bien sûr comprendre l'association qu'on a vue. Et donc, l'idée, c'est quoi? Quand on me demande de quoi on a besoin, ben, on a besoin de chercheurs qui vont travailler sur de l'ADN, du matériel de patients que nous suivons, pour aller chercher des gènes candidats qui expliqueraient les anomalies du cœur et de la face, avec toute cette succession de précurseurs partagés. Et puis un autre endroit important dans le cœur, c'est l'aorte. Et vous connaissez probablement le syndrome de Marfan, donc avec ces grandes personnes avec ce qu'on appelle une très grande envergure. Vous voyez que l'envergure des bras est beaucoup plus importante qu'un sujet normal. Vous voyez au milieu de cette photo 3 sœurs, et donc la deuxième enfant a ce qu'on appelle un Marfan néonatal avec un phénotype extrêmement sévère dès la période néonatale. Vous voyez un autre enfant ici avec une scoliose majeure alors qu'elle n'a que 6 ans. Donc une anomalie du gène de la fibrilline qui donne du cœur, mais aussi de l'os, de l'œil et de multiples malformations, avec une fragilité au niveau de l'aorte, comme on peut le voir dans le syndrome de Leuditz, qui est une mutation du gène TGF-bêta-R1 ou R2, et puis le syndrome de Turner, qui est une monosomie X, donc un seul chromosomique, des jeunes filles qu'on savait petites, qui ont un phénotype particulier avec ce qu'on appelle un pterygium coli. Et on savait qu'elles avaient des aortes fragiles, mais on l'a su encore plus le jour où on a fait de la PMA chez ces jeunes femmes qui sont stériles. Aujourd'hui, a priori, on ne peut pas avoir de grossesse spontanée parce qu'elles ont des anomalies utérines importantes. On a fait de la PMA chez ces jeunes femmes, et malheureusement, 2 femmes sont mortes à 8 mois de grossesse de rupture de leur aorte, que nous avons découvert parce qu'avant, elles n'avaient pas d'enfants. Et donc aujourd'hui, la médecine, encore une fois, et ses progrès, fait que quand on a un syndrome de Turner et qu'on veut avoir une grossesse, eh bien, il va falloir être opéré de l'aorte avant de faire une PMA. Donc l'avancée de la médecine fait aussi faire de la recherche un peu violente, parce que ces 2 histoires restent dramatiques. Mais donc encore une fois, vous voyez que la génétique, et il y a plusieurs gènes impliqués dans les aortes fragiles, va engendrer des conséquences chirurgicales, mais aussi de recherche. Et cette jeune fille qui est celle du milieu est aujourd'hui à Oxford, brillante étudiante, donc encore une fois la preuve qu'on peut avoir une maladie génétique gravissime et une intelligence strictement normale. Qu'est-ce qui est intéressant dans la recherche, et probablement aussi des pistes avec lesquelles on aimerait avancer? Aujourd'hui, la base de l'aorte, on sait, c'est différentes origines. Vous voyez en vert le second champ cardiaque et le myocarde, et puis des cellules musculaires lisses, en rouge qui viennent du second champ cardiaque et en gris qui viennent des crêtes neurales. Eh bien, on sait aujourd'hui que cette zone de fragilité, ces 2 limites, font que l'aorte va être extrêmement fragile et qu'on a des dissections à cet endroit-là. Et donc, si on regarde en IRM les flux, c'est-à-dire l'hémodynamique de ces aortes très particulières, vous voyez que la turbulence, ce qu'on appelle le shear stress, le stress de la paroi, va être extrêmement différent en fonction de la maladie génétique initiale. Donc oui, il y a une intrication entre la génétique et l'hémodynamique, parce que quand les cellules sont anormales, que ce soit dans une bicuspédie, un Marfan ou une autre maladie, l'hémodynamique va être différente, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde en détail les précurseurs, vous voyez sur ce schéma qu'on peut avoir des cellules d'origine différentes, et regardez, les dissections, elles ont lieu à 2 endroits.
Vous voyez la type A qui est juste après la valve aortique et le type B qui est après les troncs supraortiques. Eh bien, regardez, c'est exactement la zone de changement d'origine cellulaire. Donc, s'il y a du boulot à faire en recherche, c'est trouver le médicament qui fait que les cellules vont arrêter de se séparer et créer la dissection. Et donc, oui, on a besoin de recherche aujourd'hui dans ces maladies-là parce que c'est effroyable d'avoir une dissection aortique, surtout chez les jeunes. Une autre approche, on n'est plus dans malformation, on est dans maladie du muscle cardiaque et donc les cardiomyopathies avec une histoire assez intéressante parce que Jean-Laurent Casanova, qui est français mais qui travaille à New York, nous a un jour contacté par Damien Bonnet, parce qu'ils sont amis, mais aussi qu'ils cherchent ensemble à mieux comprendre les choses. On avait un nombre d'enfants atteints de myocardite, donc d'inflammation du myocarde extrêmement sévère qui peuvent parfois entraîner le décès. Et donc, comme on en avait plusieurs, on avait des familles avec des parents apparentés, on a envoyé de l'ADN dans ce laboratoire, pensant trouver l'explication inflammatoire ou infectieuse de la myocardite. Eh bien, on a trouvé tout autre chose, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a découvert que chez les patients qui avaient des myocardites de gravité variable, eh bien, il y avait un nombre de variants à l'état homozygote beaucoup plus important chez les patients ayant une myocardite. Et on sait aujourd'hui que certes on peut avoir une myocardite, mais que probablement qu'il y a un lien entre les gènes de cardiomyopathie, que ce soit autosomique récessif avec des hétérozygotes composites, qui fait qu'on peut avoir des variants chez des hétérozygotes qui ne vont pas parler, alors qu'à l'état homozygote, ça va augmenter le risque d'avoir une cardiomyopathie associée. Donc on cherchait de l'inflammation, on a trouvé de la génétique, et encore une fois, c'est comme ça qu'on va avancer et trouver plus de pistes pour qu'aujourd'hui, Pascal Richard, qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, ait une puce à ADN qui fait que quand on reçoit un enfant avec une cardiomyopathie, on envoie de l'ADN. Et dans les 6 mois, on a potentiellement une cause. Et quand on a une cause, pour les parents, c'est bien sûr important. Et encore une fois, pour le conseil prénatal aussi. Et puis, on va passer dans des choses un peu plus particulières que vous connaissez peut-être moins. L'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie effroyable où les vaisseaux, les artères pulmonaires sont complètement musclées, qui fait qu'il y a trop de pression dans le ventricule droit. Il y a des médicaments, mais ça ne marche pas vraiment. Ça améliore un peu la qualité de vie, la façon dont on marche. Mais c'est une maladie aujourd'hui incurable. Eh bien, quand on a un cathétériseur dans le service et que les médicaments finissent par ne plus marcher et qu'il constate, vous voyez sur ce schéma, vous avez ici, il ne faut pas que je bouge, l'aorte et l'artère pulmonaire qui sont très proches, eh bien, au lieu d'aller faire un trou entre l'artère pulmonaire et l'aorte pour soulager le ventricule droit qui a trop de travail et que son sang se vide dans l'aorte descendante, Younes Boudjemine et Guiti Milani ont osé faire quelque chose qu'on faisait chirurgicalement avant, en entrant directement dans les vaisseaux et en prenant une aiguille et faisant un trou entre l'aorte et l'artère pulmonaire assez rapidement pour éviter que le sang ne se répande dans tout l'organisme et mettre ce qu'on appelle un stent, un petit tuyau grillagé entre les deux structures qui fait que l'hypertension du ventricule droit fait que le sang va pouvoir s'évacuer dans ce trou et que les enfants vont, au moins on l'espère, éviter de mourir subitement et d'attendre potentiellement une transplantation cœur-poumon. Donc comment on en arrive à faire ça? Eh bien, Younes Boudjemine, il travaille sur des brebis depuis des années, il fait des expériences sur l'animal. Oui, il faut encore faire de la recherche animale, on en est convaincu, et c'est parce qu'un jour on a suffisamment la main sur les animaux qu'on peut essayer, et que ça s'est très bien passé. Il y a bien sûr des complications, c'est des malades graves, mais on a changé le pronostic de ces patients, et on peut aussi modéliser avec le 3D toutes ces recherches qui sont maintenant appliquées à l'homme. Et puis pour finir, une dernière maladie que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une maladie acquise, une cardiopathie acquise, donc les enfants ne naissent pas avec, mais on l'a plutôt quand on a entre 2 et 5 ans, on l'a beaucoup plus quand on est au Japon, parce que si vous regardez M. Kawasaki qui a décrit ça en 1976, vous voyez que l'incidence elle est de 270 cas au Japon pour 9 en France, donc une incidence 30 fois supérieure au Japon. Quand une maladie est aussi fréquente au Japon, enfin, dans un pays, on peut penser qu'il y a une susceptibilité bien sûr génétique. On est en train de chercher dans cette piste-là, ça ressemble à quoi cette maladie acquise? Tout va bien, on a normalement des coronaires normales. Vous voyez ici une angiographie, on est dans le cœur, et en noir, vous avez la coronaire droite et la coronaire gauche. Cette maladie inflammatoire excessive fait qu'on a des anévrismes coronaires, c'est-à-dire qu'on a des boules remplies de sang qui ne demandent qu'une chose, c'est de se boucher, à droite ou à gauche, qu'on appelle des anévrismes géants. Eh bien sûr que ça pose problème, et aujourd'hui ça pose problème parce que les enfants qui ne répondent pas au traitement ont plus de risques
d'avoir des anévrismes. Donc il faut qu'on trouve le bon traitement pour ces malades. Il y a aujourd'hui des nouvelles pistes, mais que bien sûr, si on comprenait cette maladie, ça serait bien sûr plus simple, parce que cet enfant qui avait 7 semaines, c'est le plus jeune enfant décrit dans la littérature, a eu un anévrisme au cœur, mais aussi de ce qu'on appelle son artère axillaire. Et vous voyez ici sur ce scan, il a une énorme boule qui en fait lui comprimait tout le plexus nerveux, la peau, et donc on ne savait absolument pas quoi faire parce qu'on savait qu'il allait mourir de ces complications. Eh bien, on a encore une fois utilisé le cathétériseur qui lui a mis un stent dans le vaisseau pour fermer cette poche de sang qui se vidait dans son organisme. Et aujourd'hui, il a retrouvé bien sûr un bras normal et il a des espoirs d'être pompier. Malheureusement, je ne crois pas qu'il pourrait l'être parce qu'il a des traitements lourds. Mais vous voyez que cet enfant qui avait 7 semaines est devenu un enfant magnifique qui a un traitement extrêmement lourd, qui a une maladie sévère, mais qui vit normalement. Et donc si on regarde aujourd'hui comment ça marche cette maladie, c'est une inflammation excessive, probablement une réponse à un virus, mais pas un virus classique, sinon ça serait contagieux, il y aurait des cas dans les familles, ce qui n'est pas le cas dans les écoles. Par contre, la susceptibilité d'une population fait que probablement cette espèce de virus, chez cet enfant, qui entraîne une réaction trop importante, fait qu'il y a ce qu'on appelle un tropisme pour les artères coronaires, et donc le risque est là. Et donc on sait que les cellules sont lésées. On a aujourd'hui une cascade qui est mieux connue, même des gènes de susceptibilité à la maladie de Kawasaki. Et donc la piste, elle est où en recherche? Comprendre ça pour trouver le traitement qui fait que tous les enfants qui ont des atteintes cardiaques aient un risque moins important, parce que la plupart des enfants ne vont pas avoir d'atteinte coronaire. Donc oui, il faut qu'on cherche, on est en train peut-être de trouver une piste sur une inflammation excessive, et donc il faut bien sûr qu'on collabore. De quoi on avait besoin, c'est ce qu'on m'a demandé, des idées, je crois que c'est ça le plus important, et donc il faut des échanges, parce que c'est comme ça qu'on avancera. Des patients, c'est sûr, donc des arcs. Aujourd'hui, quand on veut faire de la recherche, il y a un travail colossal de recueil, de consentement, d'informations, de collection, et donc il faut bien sûr des chercheurs, j'ai mis divers et variés, parce que vous voyez qu'on peut faire de la pharmaco avec la maladie de Kawasaki, du gros animal avec du cathétérisme cardiaque, de la génétique pure avec les banques d'ADN. Il faut bien sûr du matériel d'analyse, des modèles animaux, on en a vu, parce que c'est sûr que ça aide, des bases de données pour que les malades soient phénotypés de façon parfaite, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver des choses intelligentes, plutôt que d'aller à la pêche, même si aujourd'hui l'exome nous donne une information colossale qu'on a parfois du mal à traiter. Des bras, puis des cerveaux. Ça, on a tous été un petit bras un jour, mais qu'après, en fait, si on ne traite pas les données, ça ne va pas le faire. Donc, il faudra bien sûr réfléchir. De l'argent, je l'ai mis parce que c'est clair qu'il en faut et qu'on ne peut rien faire sans en avoir. Mais je crois qu'il faut surtout avoir des idées et échanger. Et voilà.